l'acharnement de l'Occident impérialiste contre l'Iran, un modèle à méditer pour l'Afrique des libertés. Pour aborder ce sujet, je vais procéder en 3 moments. Dans le premier moment, une brève histoire de la révolution iranienne. Dans le deuxième moment, que reproche l'Occident à l'Iran et qu'en est-il réellement du problème irano-occidental? Et puis, dans un troisième et dernier moment, quelles sont les leçons à tirer pour l'Afrique à propos de ce qui se passe maintenant entre le bloc impérialiste occidental et la République théocratique islamique d'Iran? Voilà les 3 moments de notre démonstration. Sans plus tarder, nous commençons par le premier moment. Africains, Africains, l'Iran est un pays asiatique. C'est un pays d'1 648 195 km². Donc c'est un pays immense. C'est un pays de 87 590 873 habitants au dernier recensement. C'est un pays qui est la 28e puissance mondiale en termes de produit intérieur brut. C'est un pays dans lequel chaque habitant a, en moyenne, chaque année, dans le produit intérieur brut, 11 200 $. Donc l'Iran ne peut pas être classé parmi les pays pauvres. Il ne peut même pas être classé parmi les pays sous-développés. C'est un pays qui a un niveau de vie supérieur à la plupart des pays africains, actuellement, sur l'échiquier du monde. Pourquoi je vous ai donné ces chiffres pour commencer? Pour que vous vous rendiez d'abord compte du grand mensonge que les médias occidentaux veulent infliger une fois de plus au monde entier. Présenter l'Iran comme un enfer sur terre. Présenter l'Iran comme un pays archaïque, comme un pays sous-développé, comme si c'était un pays dans lequel il n'y a pas un gouvernement capable de faire face aux besoins de sa population. Voilà le grand mensonge de l'Occident à propos de l'Iran, car les seuls chiffres que je vous donne plaident pour une nation puissante, une nation active, une nation dynamique, une nation à la démographie vivante, une nation qui plus est, issue de l'une des plus grandes et des plus anciennes civilisations de l'humanité. Car l'Iran, que vous voyez, c'est une nation issue de la grande nation perse, dont la fondation date de 4000 ans avant Jésus-Christ. 4000 ans avant Jésus-Christ. La fondation de la nation perse avait déjà eu lieu. Longtemps avant la fondation des plus grands empires de l'Occident. L'Iran est une nation enraciné dans l'histoire ancienne, enraciné dans l'histoire profonde de l'humanité. Ce n'est pas un petit peuple, ce n'est pas un peuple constitué par la conquête coloniale, ce n'est pas un peuple qui s'est construit sur l'esclavage des Noirs, des Latino-Américains, des Indiens, des Métis. Ce n'est pas un peuple qui s'est constitué sur simplement les guerres de conquête contre ses voisins. C'est un peuple ancien, enraciné dans sa propre terre, l'Iran. C'est pas un peuple bricolé à coups de canon. C'est pas un peuple qui est le résultat d'une succession de westerns. C'est pas un peuple constitué de desperados. C'est un peuple qui a ses racines dans la terre humaine depuis très longtemps. C'est l'héritier de la grande civilisation des Perses. La langue officielle de ce pays, c'est le persan, l'une des plus belles langues que l'humanité puisse avoir. Une des plus anciennes, des plus profondes langues que l'humanité puisse avoir. Or, ce pays, l'Iran, se trouve être l'une des plus grandes réserves pétrolières de la Terre. Et c'est cette richesse qui est la source des convoitises de l'Occident envers lui. Voilà comment l'Occident s'est débrouillé pour mettre la main pendant très longtemps sur les richesses pétrolières et de l'Iran à travers la dynastie des Pahlavis.
La dynastie des Pahlavi était une dynastie extrêmement opulente, richissime, mais qui vivait au-dessus d'un peuple iranien appauvri. Un peuple jeté dans les bidonvilles, jeté dans les chaumières. Lorsqu'en 1953, Mohammad Mossadegh, Premier ministre d'Iran, essaye de mener une politique révolutionnaire pour redistribuer la rente pétrolière du peuple iranien aux Iraniens appauvris, il est victime d'un coup d'État directement organisé par la CIA. Les États-Unis d'Amérique fomentent un coup d'État contre Mossadegh et renforcent le pouvoir du Shah d'Iran, l'empereur Reza Pahlavi, qui continue à appauvrir les Iraniens jusqu'à ce qu'une seconde grande révolution réussisse. Elle a lieu le 1er avril 1979, sous la guidance de quelqu'un qui était exilé politique ici en France. Il s'appelle Rouhollah Khomeini, ayatollah. Il part de Naufle-le-Château en France. Le peuple iranien renverse la tyrannie monarchique de Reza Pahlavi et l'ayatollah Rouhollah Khomeini et ses compagnons, dès le mois d'octobre 1979, mettent en place une nouvelle république, une république théocratique islamique iranienne extrêmement originale. Extrêmement originale. Et là, je voudrais encore approfondir ici pour que vous compreniez l'essence de la révolution iranienne. Le système politique iranien est très original parce qu'il combine le principe théocratique avec le principe démocratique. Il combine le principe théocratique avec le principe démocratique parce que c'est un régime à 3 niveaux. Le niveau le plus bas, ce sont les assemblées populaires, intégrant les guides de toutes les corporations. Le niveau intermédiaire, c'est le niveau du gouvernement qui est issu d'élections parlementaires. Le président de la République iranienne est issu d'un processus électoral. Et le niveau spirituel est incarné par la personne du guide de la révolution, qui lui-même préside un conseil des sages de la révolution. Donc c'est un régime qui est constitué de 3 couches. La couche la plus élevée, c'est le guide suprême de la révolution, qui s'inspire de l'interprétation chiite de la révélation coranique. Il s'appelle aujourd'hui Ali Khamenei et le premier grand guide suprême et bien spirituel de cette révolution s'appelait l'ayatollah Rouhollah Khomeini. Deuxième niveau, le pouvoir du gouvernement, dirigé par le président de la République. Là, c'est Mahmoud Pezeskian. Il est élu par le peuple iranien. Et le troisième niveau, les assemblées populaires qui sont élues par le peuple iranien. Donc c'est un régime qui combine le principe de la théocratie, c'est-à-dire l'inspiration de l'islam chiite, et le principe de la démocratie, c'est-à-dire l'émanation de la volonté du peuple. Voilà l'équilibre dont est fait ce régime. C'est ce régime qui a conduit les Iraniens à avoir 11 200 $ par personne par an. Je vous mets au défi d'aller regarder le produit intérieur brut dans tous les pays africains. En moyenne, le produit intérieur brut en Afrique est de 2500 $ par an par habitant. L'Iran, c'est 11 200 $ par habitant. C'est ce régime qui a placé le pays à la 28e position mondiale dans le cadre du produit intérieur brut. C'est ce régime qui a donné à ce pays un indice de développement humain qui est l'un des plus élevés de la planète. Et c'est ce pays qui est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes puissances technologiques qui est au monde. Avec une armada d'ingénieurs, de techniciens de très haut niveau qui donne à l'Iran une bonne partie de sa puissance industrielle et de sa puissance militaire actuelle. Donc, il faut déjà que les Africaines et les Africains se débarrassent de l'image qui leur est donnée de l'Iran. À savoir, l'image d'un pays qui serait archaïque, un pays sauvage, un pays barbare, un pays arriéré, un pays ténébreux. Ce n'est pas vrai. L'Iran est une république extrêmement puissante. C'est une république extrêmement originale, une république extrêmement créatrice, une république innovante,
une république de la connaissance, de la sagesse et de la profondeur. Mais comme tout pays, l'Iran a des problèmes. Il a des problèmes parce que les aspirations de ces populations ne sont pas entièrement satisfaites par le gouvernement. Et c'est le cas de tous les pays du monde. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en réalité, à partir de 1979, dès lors que la révolution iranienne a instauré le nouveau régime et mis fin à la monarchie corrompue et soumise, vassale de l'impérialisme occidental des Reza Pahlavi, l'Iran a été placé sous sanction par les États-Unis et l'ensemble des puissances occidentales de l'OTAN. De 1979 jusqu'à ce jour, les États-Unis et l'ensemble des puissances occidentales de l'OTAN ont tout fait pour empêcher l'Iran de fonctionner. Dans les années 80, les États-Unis et les pays de l'OTAN ont financé l'Irak de Saddam Hussein pour mener une guerre criminelle avec l'utilisation d'armes chimiques contre l'Iran. Une guerre de près de 10 ans qui s'est achevée à peine à la fin des années 80. Vous vous en souvenez? La guerre Iran-Irak, c'est une guerre instrumentalisée par la CIA, instrumentalisée par l'OTAN pour renverser le régime iranien. Les sanctions économiques, sanctions diplomatiques, sanctions de toutes sortes infligées par les États-Unis à l'Iran sont l'une des raisons des difficultés économiques, l'une des raisons des difficultés politiques dans lesquelles l'Iran se trouve actuellement. Et de telle façon que vous devez comprendre que, en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux. Les États-Unis d'Amérique et leurs alliés occidentaux font tout pour que l'Iran ait des problèmes. Quand l'Iran a des problèmes et que sa population se révolte contre le gouvernement, parce que ces problèmes ne sont pas résolus, les mêmes pays occidentaux menacent d'attaquer l'Iran. Attaquent l'Iran pour le punir parce qu'il ne résout pas les problèmes que les Occidentaux ont créés. Est-ce que vous comprenez le cercle vicieux dans lequel ce pays se retrouve? C'est un pays qui peut fonctionner. C'est un pays qui peut satisfaire les besoins de sa population, à condition qu'on ne l'agresse pas. Or, on l'agresse. Au moins depuis 1979, ce pays est constamment agressé par les États-Unis et leurs alliés. Donc, ce pays est contraint d'être en guerre permanente pour maintenir sa souveraineté, en guerre permanente pour entretenir son modèle de civilisation, en guerre permanente pour maintenir, eh bien, sa prospérité. Et ceux-là même qui lui font la guerre, c'est-à-dire qui le mettent dans les difficultés, lui reprochent de ne pas pouvoir résoudre les difficultés qu'il lui crée. Est-ce que vous comprenez? Africains, est-ce que vous comprenez ce qui se passe en Iran? Je suis là ce matin pour vous aider à comprendre. Ce sont ceux-là même qui créent des problèmes à l'Iran, qui disent maintenant qu'ils vont à nouveau attaquer l'Iran pour punir l'Iran de n'avoir pas résolu les problèmes qu'ils lui ont lui-même créés. Astaghfirullah. On peut faire ça à l'homme? Qui empêche l'Iran de commercialiser tranquillement son pétrole et son gaz? Ce sont les États-Unis. Et quand l'Iran se retrouve en difficulté financière pour satisfaire les besoins de la jeunesse, de sa jeunesse, qui est derrière cette jeunesse pour l'encourager à se révolter contre le gouvernement? Ce sont les mêmes États-Unis et leurs alliés occidentaux. Et quand le gouvernement réagit pour sanctionner les excès des manifestants qui détruisent, eh bien, les bâtiments, détruisent les ponts, détruisent des usines, détruisent des biens qui ont été chèrement acquis par les Iraniens. Quand l'État réagit pour dire, vous ne pouvez pas détruire cela même que nous avons construit avec notre sueur, notre sang et nos larmes. Quels sont ceux qui prétendent maintenant venir défendre les révoltés, les insurgés iraniens contre le gouvernement? Et ce sont les mêmes États-Unis et leurs alliés occidentaux. Donc, dans cette première partie de mon exposé ce matin, je voulais vous faire comprendre que l'Iran est un pays vivant. C'est un pays plus avancé que la plupart des pays africains, sur tous les plans. Sur le plan social, économique, culturel, sur le plan technologique. C'est un pays qui est en avance sur la plupart des pays africains. Donc déjà, il ne faut pas les regarder comme les Occidentaux veulent nous les faire regarder. Ce ne sont pas des sauvages, ce ne sont pas des ignares, ce ne sont pas des attardés. C'est l'un des peuples les plus géniaux qu'il y ait sur la terre. On leur en veut parce qu'ils refusent de se soumettre au diktat de l'Occident. Et les problèmes qu'ils ont sont en très grande partie des problèmes qui ont été créés par les sanctions
internationales occidentales qui empêchent le pays de fonctionner optimalement et de redistribuer le fruit de sa richesse à ses membres. Parce que si l'Iran n'était pas contraint de faire la guerre, pour survivre depuis 1979, je suis sûr que le produit intérieur brut iranien ne serait pas simplement de 11 200 $ par an par habitant, il serait facilement de 100 000 $ par an et par habitant. Si on avait foutu la paix à l'Iran. Et ce sont ceux qui emmerdent l'Iran, qui l'empêchent justement de fonctionner de façon optimale pour son propre peuple, qui viennent maintenant à nouveau dire « Nous allons attaquer l'Iran parce que l'Iran n'a pas été capable de résoudre les problèmes que nous lui avons créés. » Je viens, je te coupe le courant chez toi. Et ensuite, je reviens te punir parce que tu n'as pas d'électricité. Voilà ce que fait l'Occident. Il vient, il t'inocule une maladie incurable. Et comme tu souffres de cette maladie incurable, il décide de te punir parce que tu n'es pas capable de te guérir. Voilà ce que fait l'Occident. L'Occident te crée des problèmes. Et quand il te crée des problèmes et que tu as du mal à trouver des solutions, il te punit parce que tu ne trouves pas des solutions aux problèmes qu'il t'a créés. Voilà ce que fait l'Occident. Les mêmes qui sont à l'origine de la déstabilisation de l'Iran veulent punir l'Iran parce que l'Iran combat la déstabilisation. Est-ce que vous comprenez? On peut donc passer à la deuxième partie. Que reproche l'Occident à l'Iran? Quel est le fond du différend, du conflit entre l'Occident et l'Iran? Vous devez distinguer, mes chers amis, les raisons apparentes avancées par l'Occident des raisons réelles que nous allons révéler. Les raisons apparentes avancées par l'Occident, c'est que l'Iran ne pratique pas la démocratie. Première raison. Deuxième raison, reprochée par l'Occident à l'Iran, apparente, c'est que l'Iran ne pratiquerait pas la bonne gouvernance. Troisième raison avancée par l'Occident contre l'Iran, c'est que l'Iran ne respecterait pas les droits de l'homme. On va prendre les trois principales accusations apparentes, les trois principaux alibis, les trois principaux prétextes avancés par l'Occident pour agresser l'Iran. Et on va analyser. Commençons par le premier prétexte, le prétexte démocratique. Est-ce que l'Occident a la responsabilité d'imposer les formes d'organisation